Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçon de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, j'accueille Louri. Salut. Salut Louri. Est-ce que tu peux te présenter? J'ai fait une intro qui attise la curiosité là d'un coup là. Mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui écoutent? Bien sûr, carrément. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Louri, j'ai 34 ans, je suis basé à Biarritz. J'ai deux métiers, je dis souvent que j'ai deux métiers dans la vie. Je suis papa et explorateur, puisque quand je suis pas en train de vadrouiller à travers le monde, je suis chez moi vraiment dédié à l'éducation de mes enfants et je suis 100% avec elles. Et mon travail, effectivement, au-delà du fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat derrière tout ce que je fais, c'est essentiellement monter des expéditions extrêmes et partir la plupart du temps en solitaire pour réaliser ou des records du monde ou des premières mondiales, enfin plein d'exploits sportifs. Et voilà, hein. C'est comme ça que je vais me présenter, je pense. Mais je pense que ça résume plutôt bien le personnage. Ok, un papa explorateur. Exactement. Première fois du coup dans Phoenix, trop cool. Avec ce que tu as vécu, Louri, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision de l'échec ou ta définition, enfin comment tu vois l'échec aujourd'hui après un tel parcours? Alors du coup, moi je suis typiquement une personne qui ne connaît pas l'échec parce que en fait l'échec pour moi c'est un mot qui est très réducteur et qui va justement en fait avoir une fin, c'est presque une fin en soi. T'es dans l'échec, t'as pas réussi, t'as pas accompli, et alors que moi du coup je vais plutôt appeler ça expérience de vie, délicate, douloureuse, extrême, mais toutes ces expériences de vie, aussi folles soient-elles, c'est ce qui m'ont permis justement de rebondir et de jamais m'attarder sur le fait que j'étais en faute et que j'étais en échec, puisque c'est le mot qu'on utilise. Et moi, je pense que ça commence déjà très très jeune, hein. Très jeune, très enfant. Moi, je suis un enfant très très dissipé, très très extrême, très violent. J'ai grandi dans un milieu où j'ai vécu la maltraitance avec mon père et tout ça. Et c'est ce qui fait que t'apprends qu'en fait, contre ta volonté, que si justement tu te mets dans cette dimension d'échec, tu peux plus avancer. Donc moi, clairement, de ma plus tendre enfance, j'ai toujours réussi à transformer en fait toutes ces choses très très dures en une véritable force, et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'arrive à passer au-dessus de plein de situations qui sont très douteuses, parce que je m'attarde absolument pas sur le fait que ce soit un échec. Et c'est très dur parce que il y a des moments en fait, et j'en parle en ce moment parce que j'écris un livre, et en fait pour justement me construire à travers tout ce qui aurait pu être des échecs et tout ce qui aurait pu m'anéantir, parce que c'est vraiment des très très gros sujets, il a fallu que je fasse de l'amnésie volontaire. Ça veut dire que j'ai dû me rappeler que les choses qui me permettaient de me donner confiance en moi, qui me permettaient de rebondir et de me dire ok, ça t'a rendu plus fort, ça t'a rendu meilleur, même si l'idée de base c'est effectivement ou avoir été dans des centres des centres pour mineurs délinquants, ou alors des prisons, de faire comme je te l'avais dit, des arrêts cardiaques, tester de la drogue, ou faire plein de choses, plein d'expériences très 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 douteuses. Et en fait, quand j'essaie d'écrire mon livre et qu'on me demande la chronologie, j'arrive même pas à mettre les choses dans le bon endroit, et je me rappelle que les choses qui m'ont permis de m'en sortir, quoi. Ok. Si on revient un petit peu du coup sur ça, donc tu nous as dit là, t'es passé rapidement dessus, t'as fait donc 2 arrêts cardiaques. Ouais, ça, du coup, tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé? carrément.
Donc c'est ce qu'on appelle une mort médicale déjà pour commencer. Et puis et donc tout est un enchaînement de situations. Donc moi j'ai eu c'est parti en fait du fait que je suis sorti de prison, et à la sortie de prison j'avais fait une partie de ma cavale. Pendant un an j'ai été en cavale, et j'étais parti à Montpellier dans le sud, et à l'époque c'était une ville fabuleuse pour la fête et tout ça, et moi j'avais jamais testé de la drogue de toute ma vie. Donc ça arrivait quand même très tard, j'avais 20 ans, 21 ans. Et en fait, j'ai jamais fumé un pétard, ni une clope, ni rien, et je pensais pas en avoir besoin. Et quand j'ai découvert cet univers, ce monde de la fête à Montpellier, avec des afters, des trucs et tout, au début j'y allais sans rien et tout. Et le jour où je suis tombé dedans, comme la plupart des choses que j'entreprends, je l'ai fait à 3000%. Et évidemment, quand je l'ai fait à 3000%, eh bien, j'ai pris toutes les drogues que j'ai pu trouver, découvrir, tester. Et, euh, et à un moment donné, dans une soirée, après certainement ne pas avoir dormi pendant, je sais pas, 3 jours, euh, j'ai mal géré l'hydratation, et et je me suis retrouvé à déglutir, et en fait j'avais une inflammation de la luette, et ma luette s'est déposée sur le fond de ma langue, et je me suis étouffé pendant que j'étais en train d'avaler. Et donc une sensation atroce, mais vraiment horrible, puisque bah, du coup je peux plus respirer, tu vois. C'est vraiment, t'es en train de t'étouffer par tes propres moyens, puis et donc je fourre mes doigts instinctivement au fond de de ma bouche. C'est pas très reluisant tout ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, quand je les sors, je vois mes doigts qui sont en sang, et là, grosse crise de panique et tout. Alors qu'en fait, je m'étais juste râpé le palais, ça avait rien à voir. Et là, grosse crise de tachycardie qui commence à partir, je monte en crise De panique. d'angoisse, à l'enfer. Et je dis à mes potes, ok, là, maintenant de suite, il faut aller à l'hôpital. Il va se passer quelque chose de grave. Et donc ils ont conduit, on a cramé 200 feux rouges, on est arrivé à l'hôpital de Sète et tout, et au comptoir d'arrivée de l'hôpital, capot. Tu t'es éteint là. Ouais, arrêt, Comme arrêt. si tu savais que t'allais être pris Ah ouais, pris en charge par les médecins, et tu t'es totalement lâché à ce moment-là. et en fait, c'est là où je me suis dit, ben, enfin voilà, je peux pas tenir plus longtemps. J'ai tenu jusque là en essayant dans ma tête de me contrôler. Et ça a marché. Et la seule chose que je me rappelle, donc c'était une vraie mort médicale, comme son nom l'indique. Et je me rappelle quand ils m'ont réanimé, le médecin qui dit un truc horrible. J'avais l'impression que ma cage thoracique elle était épaisse comme une feuille A4, tu sais, vraiment, mais toute fine. C'était atroce cette sensation. Et, euh, et le mec me dit ah, on rigole hein, pendant la montée, hein. Ah, on se tape des barres, hein. On rigole vachement moins pendant la redescente. Et là, je me dis, putain, mais le mec, t'es à l'hosto, quoi. Tu viens juste de réanimer un gars, et le mec se fout de ta gueule, quoi. Et Bah, il veut te faire comprendre à ce moment-là, il veut te faire passer un message, en gros, que t'as déconné et que. ouais, après, est-ce que c'est le moment Je sais pas. Mais Ouais. bon, ça m'a beaucoup marqué, cette histoire. Et après, donc, j'ai fait un grand capot, je me suis endormi, et quand je me suis réveillé, il y avait tous mes potes qui étaient en larmes à mon chevet. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que Tu penses à quoi à ce moment-là, du coup, enfin, quand tu vois tout le monde et que tu te dis que t'as fait une connerie, à quoi tu penses et qu'est-ce que tu fais après, du coup? ben, la première chose que tu dis putain, ouais, t'as été un petit peu loin, quoi. T'as été un petit peu loin. Après, moi, j'ai joué avec la mort toute ma vie, donc c'était pas, je me sentais pas spécialement différent des autres fois. Mais c'est vrai que ça fait de la peine toujours pour les gens qui t'entourent. Ça crée de l'angoisse, ça crée de la peur. Et c'est toujours comme ça quand t'es aimé dans la vie, en fait. C'est ça qui est le plus dur. C'est que tu déçois des gens, c'est que tu fais peur à des gens, que tu crées des tensions, ou que tu te fâches avec certaines personnes, que tu leur parles plus, ou que voilà, tu les brises plus qu'à toi-même. Puisque moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette sensation de vivre dans la survie, de devoir me battre toujours pour vivre. Donc ça m'a juste paru normal de devoir continuer à m'accrocher à la vie
parce que mon heure n'était pas venue, entre guillemets, ça fait très bateau, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis après cette expérience ultra douteuse, ça a été hyper dur, puisque j'avais peur de tout. Donc je faisais beaucoup de crises d'angoisse, j'avais peur au moindre truc qu'il m'arrive quelque chose, je commençais à avoir des paniques, des crises de panique, je pouvais pas respirer, voilà. Et puis aussi fou que ça puisse sembler, euh, pour résoudre cette problématique, parce que moi je suis incapable de vivre dans la peur, je me suis remis une énorme timbale. Ça, c'est énorme ce que tu m'avais dit. Donc, tu fais un arrêt cardiaque une première fois et tu te dis, bon, là, je suis pas sûr. Je vais quand même essayer d'être Non, sûr en fait, cette fois-ci. c'est pas que je suis pas sûr, c'est que je suis sûr que j'étais un con, mais si tu veux, à un moment donné, il faut bien affronter ses peurs. Ça peut pas continuer toute ta vie, tu vis dans la peur de te dire, j'angoisse de ci, j'angoisse de ça et tout. Je me suis dit, putain, mais comment je vais réussir à passer à travers tout ça? Voilà, il y en a qui vont consulter des gens, il y en a qui vont, je sais pas, faire plein de choses et tout. Moi, je me suis dit, non, si je vais affronter ça, je vais repartir là où ça s'est arrêté et je vais raffronter ça une nouvelle fois. Et, euh, et ça s'est mal passé aussi la seconde fois, puisque ça a été la seconde fois où mon frère a dû m'emmener chez les pompiers parce que j'étais en train de faire la même chose, un second arrêt cardiaque. Et cette fois-ci, c'était trop drôle parce que j'avais l'impression que comme ça m'était déjà arrivé, je maîtrisais plus le truc dans ma folie. Et en fait, il y avait 10 personnes, j'étais à 280 BPM, c'était la folie. Et, et donc, je m'apprête à faire l'arrêt cardiaque et en fait, j'entends juste le bruit des vagues de l'océan parce que j'étais à côté de l'océan. Et c'est ce qui m'a permis de me stabiliser en fait dans mon truc où après j'ai été intubé et tout machin quoi, mais qui m'a permis de m'en sortir. Et encore une fois, même si ça paraît très gros et que ça paraît des expériences vraiment odieuses, atroces et tout, patati patata, euh, je 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 le vis pas du tout comme ça. T'as ressenti le besoin, toi, à ce moment-là, de retester tes limites à ce niveau-là. Ouais, carrément. Et t'as plus jamais fait de crise d'angoisse. Après, tu disais que la première fois, t'étais hyper paniqué derrière. Et est-ce que après cette seconde grosse timbale, c'était réglé du coup ? C'était terminé, ouais. C'était complètement C'est terminé, ouf. c'est fini et tout. Et puis c'est surtout qu'en plus, c'est ce que je te disais, les expériences moi, je les prends vraiment comme des expériences de vie, et c'est ce qui fait que, du coup, je me suis dit, cette partie-là, voilà, c'est fait, c'est plus à faire. J'ai kiffé, et maintenant je sors de ça. Et au même titre que j'ai enchaîné plein de choses dans ma vie qui m'ont mené dans un endroit où il fallait pas et qui pourrait s'apparenter à de l'échec. Parce que voilà, j'ai toujours eu besoin de tester des choses, de trouver mes propres réponses, parce que dans un sens, qui est qualifié, mec, pour te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, alors que ça se trouve la plupart des gens ne savent pas même pas de quoi on parle. Et moi, ce qui m'a animé, ce qui m'anime encore aujourd'hui, c'est découvrir mes propres réponses par moi-même. Et ça a été quoi du coup ça justement, parce que tu nous disais tout à l'heure, donc aujourd'hui tu es explorateur, donc là on a l'impression qu'il y a un passé assez douloureux pour ton adolescence et ta petite vingtaine d'années, et après du coup c'est quoi l'élément déclencheur qui dit ok maintenant je vais canaliser un peu cette énergie et je vais aller découvrir le monde en fait, je vais aller explorer parce que ça du coup ça me calme en fait, c'est comment ça t'est venu ça en fait? Comment ça m'est venu D'abord il y a eu une phase, il y a eu une très grande phase, c'est que j'ai monté des entreprises qui ont très bien marché, j'ai eu des enfants, je suis papa de 2 petites filles aujourd'hui. Je suis passé par beaucoup d'étapes avant de me dire, voilà, j'ai exploré à fond le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai monté des sociétés qui ont gagné énormément d'argent, et puis je me suis rendu compte que c'était pas ça que j'aimais, donc du coup j'ai changé d'univers. Après je me suis mis à fond dans un autre univers, et en fait j'ai fait plein de tests comme ça qui m'ont emmené à me dire, moi ce que j'aime c'est, voilà, je suis complètement drogué et dopé à l'adrénaline, donc il faut que je trouve un moyen légal entre guillemets et d'assouvir mon besoin de dopamine, de prise de risque. Et c'est vrai que l'exploration, ça rassemble tout ça, puisque c'est des sports extrêmes, dans des endroits extrêmes. Il faut se préparer, les marges d'erreur des fois sont très maigres. Et donc du coup, je retrouve un petit peu tous les éléments qui m'animent, c'est-à-dire voilà,
monter un projet, donc le côté entrepreneuriat, parce que monter une expédition, c'est quand même beaucoup de travail. C'est une entreprise. Ensuite, je trouve le défi. Moi, je suis un homme de défi, donc je retrouve cette histoire de défi, de challenge, de réussir, rien qu'à monter le projet et après de partir pour réussir l'aventure. Ensuite, je retrouve évidemment des sensations extrêmes parce que tu pars aux quatre coins du monde, dans des endroits ultra reculés et que c'est forcément extrême de par la situation géographique. Et puis, je retrouve des choses que j'aime comme la solitude, l'introspection, se retrouver avec soi-même, ne plus avoir le choix en fait de devoir réfléchir à ce qui est bon pour toi. Aujourd'hui, moi, je pars du principe que la plupart des gens dans le monde dans lequel on vit ne prennent plus du tout le temps de savoir ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils aiment, ce qui est bon pour eux. Enfin voilà, moi j'en connais plus des mecs qui posent leur téléphone, qui posent leur bouquin, qui vont sans rien couper du monde en se disant qu'est-ce que je veux. Je vais réfléchir sur moi. Et moi, en fait, ça m'oblige dans ces moments de retranchement, de grande solitude, de me poser toutes ces questions qui me font énormément de bien et qui me permettent de me développer personnellement et qui me permettent de trouver des réponses que je pourrais pas trouver dans un quotidien. Et ça dure combien de temps quand tu pars comme ça en expédition ? Ça a été très progressif. Les premières expés, elles ont duré des fois une semaine, 15 jours. Après, on est passé à 1 mois, 2 mois, et des fois, je suis capable de partir 6 mois, quoi. C'est quoi le voyage le plus fou, enfin l'expédition la plus folle que tu as faite jusqu'ici ? Alors, il y a jamais de. Moi, j'arrive pas à avoir de comparaison sur les expés parce qu'elles sont toutes complètement différentes. Un coup, tu vas être dans le chaud, un coup, tu vas être dans le froid, un coup, tu peux être pour un défi sportif ultra intense et très court, et l'autre, elle va être très très longue. Donc, en fait, à chaque fois, tout est complètement différent. Et moi, je suis plus un mec issu des milieux subsahariens ou tropicaux, survivre en Amazonie, dans les déserts et tout. Et en fait, de plus en plus, je me suis dirigé vers les expéditions polaires, et c'est quand même une autre dimension. Parce qu'en expé polaire, la marge d'erreur, elle est bien plus limitée que dans n'importe quelle autre condition, notamment avec l'altitude de l'alpinisme, ou alors avec la descente des températures. Des fois, moi, j'ai déjà dû survivre à moins 66, quoi. Donc, c'était où ça ? sur la banquise, au-delà du cercle article, sur les mers gelées du Canada. Moins 66. Ouais. Donc, si tu veux, c'est l'univers qui me plaît. L'univers de devoir partir de chez moi, de me dire, OK, je pars, je quitte ma zone de confort. Pendant ce temps-là, je vais mettre à profit ce pourquoi je me suis entraîné pendant tant de temps. Ensuite, il y a toute cette phase où il y a toute cette phase où je me dis, je suis seul, c'est mon moment d'introspection, je pense à ma famille, il me manque, à mes enfants et tout ça. Et puis à ce moment où je vais rentrer parce que j'ai réussi à survivre, j'ai réussi mon exploit, et là, je profite des choses simples de la vie. Je vais me coucher dans un lit, je vais pouvoir avoir de l'eau au robinet, et même si ça paraît fou comme ça quand j'en parle, la plupart des gens ne savent plus ce que c'est en fait d'avoir les petits bonheurs de la vie. Et c'est cette chose que j'aime le plus, c'est être reconnaissant de petites simplicités qui sont pas données à tout le monde en vrai. Et ce qui est ouf, tu m'avais raconté la première expédition que tu as faite, parce que quand je dis que t'es un ouf, c'est pas un euphémisme. Tu m'as dit que la première fois où t'es parti, t'avais regardé en fait comment on partait en expédition via une vidéo YouTube, quoi. Alors, le mec est ouf. ça c'est ma première expé polaire. C'était pas la première expédition, mais c'est ma première expé polaire. En fait, ce qui s'est passé, qui était assez ouf, c'était j'en suis pas très fier, et du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent, vraiment, je tiens à dire que je suis pas du tout un exemple à suivre dans la façon de faire, et qu'il y a plein d'étapes à réaliser avant de pouvoir accomplir des grandes expéditions ou des grands records ou n'importe quoi, et que moi je l'ai mal fait, hein, vraiment. Donc je tiens à préciser ça. Voilà, suivez pas mon exemple, même si ça peut être très inspirant des fois. Il faut, voilà, il y a un chemin plus classique à suivre pour en arriver à de grands Toi, exploits. c'était le tien de faire ça. Toi, tu t'es écouté, t'as fait ce que t'avais à faire pour toi. Ouais, après, moi, j'ai toujours eu cette sensation de vivre dans la survie, de devoir survivre pour m'en sortir ou quoi. Donc, c'est mon univers. Mais c'est vrai que je suis parti sur ma première expé polaire et tout. Et puis, je me suis rappelé comment traverser les crevasses avec un tuto YouTube, effectivement.
Et ça a fait rire beaucoup de monde et tout, parce qu'en plus, à cette époque-là, j'ai été sponsorisé par une très très grande marque. C'était ma première expé polaire. Et donc, on m'a accompagné et les gens n'y croyaient pas une seule seconde que j'allais réussir, quoi. En fait, je m'en suis rendu compte après que personne pensait que j'allais revenir. Et c'était ouf. Les mecs, quand je suis parti en Islande, ils voulaient même pas monter sur le glacier, prendre de la responsabilité de dire tu vas partir tout seul. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? T'es sans guide, t'es rien. Mais non, on te monte pas. Nous, on veut pas que tu partes. Reste là, t'es un fou et tout. Et je suis parti tout seul avec ma grosse paire de couilles, sans être préparé, sans avoir le bon matériel, sans rien. Et j'ai réussi à réaliser un exploit sportif, puisque ça m'a valu un titre de premier Français à avoir traversé le plus grand glacier d'Europe en solitaire. Putain. Et il fait combien de mètres, du coup, le plus grand glacier d'Europe? Le plus grand glacier d'Europe, voilà, je pourrais même plus te dire, mais c'est la taille d'un pays, quoi. C'est immense. Énorme. Ça t'a pris combien de temps à faire, du coup, ça? J'ai passé 12 jours à traverser non-stop le glacier et j'ai mis près de 45 jours sur la totalité avec la phase d'approche et tout ça. Ouais, tu pars 1 mois et demi, quoi, c'est ouf. Et donc là, tu rentres de ça, donc comme tu dis, t'as besoin t'as besoin de dopamine, t'as besoin d'adrénaline en permanence. Et quand tu rentres de genre d'expédition, donc comment ça se passe après? Est-ce que t'es posé? Est-ce que t'as tout de suite envie de repartir? C'est quoi un petit peu ton quotidien au retour de ça? Écoute, moi je peux pas rester en place, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est impossible. Ce qui me tue, moi, c'est la banquette et Netflix. C'est pas de partir en expédition avec des crevasses de 200 mètres. Ça peut, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et après, de plus en plus, je monte des projets, tous plus fous les uns que les autres, avec tous des records, des exploits, des machins et tout. Et j'essaie toujours de m'améliorer, puisque voilà, il y a toujours, c'est beaucoup de temps, trouver des nouveaux partenaires en fonction de l'expédition que tu fais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail que les gens ne peuvent vraiment pas soupçonner. Ce que les gens voient, c'est l'exploit sportif, mais derrière, il y a 18 mois de préparation, il y a des discussions en famille, des discussions avec la sécu, qui c'est qui va être là, si tu meurs, qui c'est qui ramène ton corps, est-ce qu'on le retrouve, machin. Enfin, c'est une discussion très très lourde, et c'est beaucoup de préparation sportive, beaucoup de contraintes nutritionnelles. Donc ça prend beaucoup beaucoup de temps de faire tout ça. Et après il y a cette démarche, trouver un sens commercial à une expédition, donc comment on va la vendre, comment on va gagner de l'argent, comment on va faire ci, comment on va faire ça. Et donc, tout le temps où on n'est pas en expé, on est en train de faire ça. Et en fait, partir en expédition, limite, pour moi, c'est le plus facile, quoi. Ok. Et j'allais te demander ça justement, dans tout ton parcours aujourd'hui, tu dois être hyper bien accompagné, tu dois avoir des gens autour de toi, que ce soit de la famille ou des potes ou des collègues qui te suivent depuis des années Avec le et qui te temps, soutiennent dans ces moments-là. ouais, carrément. Avec le temps, oui, bien sûr. Ça n'a pas toujours été aussi simple, parce qu'il a fallu déjà faire comprendre aux gens que c'était une nécessité, ça, et que au départ j'ai tout fait mal et que les gens avaient peur et que je pouvais partir mal organisé. Donc ça a été très 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 dur. Et ensuite, les gens ont compris et c'est devenu un peu plus simple, mais ça reste toujours aussi dur euh, pour ma famille, pour mes enfants. Des fois, je rentre, mes filles, elles veulent pas me parler, ou alors je les ai au téléphone, elles veulent même pas décrocher le téléphone. Enfin, il y a des moments qui sont très 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 durs, hein, franchement. Et c'est plein de moments où tu pourrais te dire, justement, je fais mal les choses, je fais quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fait beaucoup de mal à tout le monde. Euh, je suis en échec. Et qu'est-ce que tu fais justement à ce moment-là quand, si tes filles elles veulent pas te parler ou quoi, que t'es à l'autre bout et que t'as besoin un petit peu de force, enfin, comment t'arrives à traverser ces moments-là qui sont justement hyper douloureux, enfin, en fait, émotionnellement? Alors, mais tu essaies de trouver des solutions. Il faut être créatif. La première fois, elles te répondent pas et tu leur en veux pas. Tu te dis, ok, on en parle quand je rentre. Donc des fois, elles me parlent pas. Et puis quand je rentre, j'essaie de les comprendre. J'essaie de leur montrer mon univers, de les faire venir à la montagne, de leur montrer ce que c'est, la neige, tout ça. Après, j'enregistre des vidéos quand je suis pas là. Elles ont une vidéo par jour. Elles ont des cadeaux cachés. Enfin, j'essaie toujours d'être très très créatif pour à la fois qu'elles comprennent ce que je fais, à la fois que moi je comprenne que elles comprennent pas. Mais toi, je veux dire par là, quand ça se présente, du coup, toi, parce que, enfin, ça, du coup, tu fais plein de petites actions, du coup, pour elle, ce qui est hyper mignon, mais toi, t'arrives à trouver justement cette force comme intérieure, enfin, tu te reconcentres sur ton expédition, tu fais comment? Parce qu'au début, ça doit forcément t'atteindre, comme tout parent, j'imagine. Mais ouais, mais ça c'est parce que moi j'assume ma part d'égoïsme en fait.
Et pour être heureux dans ma vie, j'ai besoin d'un carburant qui est particulier. Et si je veux pouvoir réussir à mettre ce carburant, il faut que je parte loin et ça a forcément des conséquences. Et donc, ça fait partie, entre guillemets, du prix à payer, même si c'est pas comme ça que je le vois. Mais, euh, mais comme j'ai tellement besoin de ça pour être un meilleur parent quand je rentre, eh bien, je dois concevoir qu'il y a des moments qui sont difficiles et qui vont être très très durs. Ok. Ouais, donc tu l'acceptes en fait directement, quoi. Ouais, et puis après, j'essaie de toujours trouver des solutions, d'en discuter, le dialogue, même si c'est des enfants, voilà, il se passe plein de choses et ils comprennent de mieux en mieux. Après, les sponsors, on essaie de plus en plus de trouver des partenaires qui peuvent prendre en charge nos familles ou tu vois, des trucs comme ça. Mhm. Voilà, donc Ok. toujours assumer en fait cette part d'égoïsme devant les autres, en faire quelque chose et puis te dire ouais ben moi ce dont j'ai besoin c'est pas comme tout le monde. C'est sûr que ça fait pas toujours que des heureux, mais si c'est bien fait, ça peut fonctionner. Ouais. Puis si t'es heureux toi à la fin et que tu te sens bien, c'est quand même l'essentiel du coup. Oui, complètement. Voilà, il faut que tout le monde trouve son compte à l'arrivée. Mhm. Mais il y a plein de moments qui sont très 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 durs, hein, vraiment. Franchement, je te jure, hein, moi, je viens de m'en sortir, par exemple, typiquement d'une situation très grave où j'ai failli mourir. Et puis là, je veux juste entendre le son de la voix de mes Le enfants. son de la voix. Mhm, Et bien sûr. ben non, papa, si s'il a envie de me parler, il a qu'à être à la maison. Ouais. Donc là, tu te dis, ou alors des fois, j'ai le soir, papa, je t'aime plus parce que tu fais que partir. Ouais. Ça, tu prends ça, t'as un parpaing en pleine tête, quoi. Ah bah c'est pire qu'un parpaing, hein. Là, il faut une énorme paire de couilles et puis il faut surtout se dire. Et donc moi, c'est typiquement vraiment parce que ça fait partie du jeu, parce que les enfants ils l'expriment mal et que c'est très dur. Et ben j'ai dit, ok, pas de souci, mais on en parle plus tard. Mhm. Tu vois. Ouais, tu te focuses déjà sur la suite. Enfin, tu t'attardes pas sur le moment là. Mais il faudra le solutionner. Et puis moi, je néglige pas mes enfants. Et puis c'est la prunelle de mes yeux. Et Mhm. vraiment, comme je l'ai dit, j'ai deux travails. Je suis à la fois père de famille et à la fois explorateur. Et il faut réussir à joindre les deux bouts. C'est très très dur. Mais c'est comme ça, quoi. Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles je me suis engagé et que je décide d'accomplir pleinement. Et je me débine pas d'un côté ou de l'autre, quoi. Ouais, et t'assumes totalement aujourd'hui, Voilà. clairement. Donc, des fois c'est très très dur, mais c'est magnifique aussi. En expédition, je vois des choses incroyables, je vis des choses incroyables avec mes enfants. Il y a plein de moments qui sont fous folles, des situations folles. On se retrouve à la montagne ensemble, je leur montre comment on fait un igloo. Voilà, plein de choses quoi. Donc c'est assez incroyable. C'est ouf. Et quel conseil tu pourrais donner à ton ancien toi là d'une vingtaine d'années avant que tout ça se produise ou c'est quoi le conseil que tu aimerais donner? Je pense pas que j'ai vraiment de conseils à me donner parce que dans un sens, euh, je regrette pas du tout tous les chemins un peu border ou très délicats qui m'ont mené là où j'en suis. C'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui fait ma force, c'est que moi j'ai réussi, j'arrive toujours à transformer quelque chose de négatif, de noir en quelque chose de rose et positif. Je m'attarde jamais sur l'hypothétique de et si tu avais fait ça, peut-être que tu serais mort. Oui, non. Et clairement, non. Je peux pas. Ouais, donc pas de conseil en Si, particulier. et c'est toujours. Moi, c'est le conseil que je pourrais avoir, c'est être moins brutal dans la manière de progresser. Mais en même temps, c'est ce qui fait que j'apprends comme ça. Moi, je sais pas faire autrement. J'apprends dans la douleur, j'apprends dans la difficulté, j'apprends plus vite. C'est comme si, en gros, au lieu de suivre une formation sur 18 mois, je fais une masterclass sur 15 jours. Voilà, c'est ma façon. T'as besoin d'être à 3000% à chaque fois, Exactement. Et puis de ne quitte à être dans le dur. pas avoir le choix, devoir réfléchir vite, trouver des solutions rapidement, voilà. Et puis pas, si tu veux, en expédition, c'est ça qui est génial, c'est que tu vois, tu peux pas réfléchir en fait en te disant je vais me laisser envahir par mes émotions. Non, c'est pas possible. En fait, c'est genre là, tu as une solution à trouver, bim, il faut être dans la réactivité, il faut être rapide et on parlera des conséquences plus tard. Et les conséquences, peut-être que j'ai été brisé, peut-être que ça m'a fait mal au cœur, peut-être que machin, truc, mais j'ai pas le temps pour ça. Et c'est ça que j'adore. En fait, on en vient directement à l'essentiel de et c'est ce qui me permet moi dans la vie de
je pars du principe que j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas le temps en fait de m'attarder sur les problématiques de la vie de tous les jours. Donc je me prends jamais la tête avec qui que ce soit. Si quelqu'un râle ou a pas envie de me parler et tout, je lui dis mais écoute mec, est-ce que tu penses que là on va se retrouver dans un an et que ça aura changé quelque chose? Non. Alors viens, on en parle maintenant et puis c'est terminé, tu vois. Moi, je me prends jamais la tête, je m'embrouille jamais. Je dis à tout le monde, je suis désolé, mais moi, le compteur tourne. Si vous pensez que vous avez le temps d'attendre pour vivre des choses, la mort, elle peut arriver à n'importe quel moment. Tu vas au passage piéton, tu te fais renverser par une voiture. Enfin, il faut pas croire que c'est parce que moi je pars en expédition que je prends plus de risques. Certes, mais en même temps, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Du coup, je pars du principe que voilà, il faut profiter des gens quand on est avec eux, pas remettre à demain, pas procrastiner. Et c'est pour ça que je suis hyper entier, hyper vrai, que quand je vais être avec une personne, je vais être 100% dédié avec elle. Je vais être là dans le moment, je vais profiter de ce truc et tout. Et si demain je l'ai plus, ben c'est pas grave. Au moins, j'ai pas de regrets. Et ça, c'est valable pour tout ce que j'entreprends. Trop stylé. Voilà. Bah écoute, on va clore cette petite interview sur ces belles paroles. Avec plaisir. C'était vraiment hyper enrichissant. Et on va passer sur les petites questions, comme d'hab, les questions pour la mention, du coup, Laurie. Yes. Question pour la mention. Première question, du coup, comme d'hab, pour toi, c'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie? 3 qualités que quelqu'un doit avoir obligatoirement. Alors, la première, je dirais de l'amour. Ensuite, je dirais qu'il faut que... alors, comment on pourrait dire? Il faut être indulgent. Je pense qu'il faut être très très indulgent dans la vie. Et ensuite, je pense qu'il faut être un combattant. Ok. Un combattant amoureux, du coup, et indulgent. Exactement. Ok, trop cool. Validé. Je crois qu'on l'a jamais eu encore, ça, donc trop stylé. Est-ce que, alors bon, j'ai bien compris, hein, t'es pas très Netflix and chill et film, Ouais. mais est-ce que t'as, je sais pas, un bouquin, un podcast, un film, une série, quelque chose que t'as kiffé, que t'aimerais partager là? Ouais, carrément. Je lis par contre énormément, donc voilà. Moi, je suis fan typiquement d'un livre de Romain Gary qui s'appelle La promesse de l'aube, qui est la vie de quelqu'un d'extraordinaire, qui est autobiographique et que j'invite tout homme ou toute femme à regarder. Mais c'est vrai que c'est plus dirigé sur le mec parce que c'est l'histoire d'un mec. Mais après, c'est fantastique, quoi. C'est incroyable son histoire et moi, je sais que c'est un livre qui a changé ma vie. Après, ouais, je regarde, je suis très cinématographique, donc j'adore les films aussi. Et typiquement, tu vois, si je devais conseiller un film, je donnerais Man on Fire de Denzel Washington. Magnifique. Denzel, Voilà, pépite. voilà. Typiquement, voilà, c'est des valeurs que j'incarne et que je trouve ce film magnifique. Voilà. Les podcasts, c'est pareil, il y en a plein que j'écoute et tout ça, et j'ai été très étonné d'un nouveau podcast pour lequel j'ai participé et qui est pas du tout connu, qui vient juste de sortir, qui s'appelle Ça dit quoi, et qui est une chaîne YouTube et qui va s'orienter vers le podcast sur des plateformes et qui reçoit des gens d'univers complètement différents. Voilà, c'est un podcast qui s'appelle Ça dit quoi et j'invite tout le monde à découvrir ce podcast. Très chaud. Je vais aller écouter ça aussi, je connais pas. Trop cool. Voilà. Un autre podcasteur. Au top. Et dernière question, Laurie, c'est quoi ton prochain objectif? Mon prochain objectif, alors j'en ai bien plus qu'un, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais Heureusement. je me suis mis le défi personnel de réaliser beaucoup de choses sur l'année 2021. Notamment l'écriture de mon livre qui me prend énormément, énormément de temps, qui est un gros défi puisque ça parle de toute ma vie et de toutes les bêtises que j'ai pu faire, de toutes les façons dont j'ai réussi à me relever et de comment j'ai réussi à les transformer et à devenir ce que je suis. Donc c'est une très très grande thérapie entre guillemets avec des rétrospectives de l'enfance et des moments très durs. Donc c'est très émouvant et très fort. Et puis je me suis mis en tête de faire de la télé sur le 2021. Voilà, il va se passer pas mal de choses à ce niveau-là. Il va bien falloir rester connecté parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce milieu-là. Et puis voilà, beaucoup d'objectifs d'expédition et notamment un qui me tient beaucoup à cœur, c'est traverser l'Atlantique avec mon père.
Alors que pour ceux qui me connaissent pas et qui vont découvrir mon histoire à travers peut-être d'autres podcasts, j'ai une enfance très dure avec mon père, où je me suis je suis enfant battu et tout ça, et c'est exactement typiquement ce qui me définit. C'est si on a la volonté, si on a vraiment envie, et si on arrive à mettre ses problèmes et son ego de côté, eh bien on peut passer d'un enfant battu à un enfant qui va traverser l'Atlantique avec son père. Trop stylé. T'as presque pris en fait le petit rituel de fin. Je pourrais presque arrêter là-dessus, mais on va voir si t'en as une autre. Le rituel à la fin de Phoenix, c'est de résumer ce qu'on s'est dit là pendant une demi-heure en une phrase. Bon, je trouve que ce que t'as dit là à la fin, elle est déjà magnifique, mais si t'en as une autre, je suis preneur. Ok, moi j'ai un dicton qui résume l'entièreté de ma vie et que j'utilise et qui est très important pour moi. Un dicton ou une philosophie de vie, c'est pas seulement en fait prétendre qu'on est comme ça, c'est être actif et faire des actions et toujours penser et être fidèle à ce qu'on prétend être. Et donc mon dicton de prédilection, c'est l'amour l'emportera toujours. C'est beau. Voilà. Bah écoute Laurie, franchement, merci beaucoup pour cette belle énergie, pour ton parcours, pour tout. Première fois qu'un explorateur comme toi vient sur Phoenix, donc ça me fait ultra plaisir. Mais avec plaisir. Les gens voient pas, mais t'as le smile depuis tout à l'heure où tu parles, donc c'est trop plaisant de parler avec toi, vraiment. Ouais, carrément, mais merci de m'avoir invité sur ton podcast, c'est vraiment avec un grand plaisir. Moi je suis très très friand des nouvelles rencontres aussi, et c'est toujours... je trouve que c'est un format pour lequel je te remercie, je remercie les gens qui me reçoivent et qui nous reçoivent, parce que c'est un format un peu d'intimité à la fois et dans un sens où on peut s'exprimer sur des sujets qu'on n'aura pas l'occasion de s'exprimer ailleurs, et moi ça me fait beaucoup de bien, et ça fait très plaisir d'avoir échangé avec toi. Bah écoute, c'est trop cool, plaisir plus que partagé. Je mettrai de toute façon ta petite page Insta dans le descriptif pour que les gens aillent te suivre, et on suivra de près aussi ton livre dès qu'il sortira. On le poussera aussi aux auditeurs, parce que c'est totalement en lien avec le podcast. Tout ce que tu peux raconter sur ta vie, c'est juste génial, donc hyper friand de ça aussi. Bah, super, merci beaucoup en tout cas, et trop cool. À plus tard. Et bah à plus Laurie, merci. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. N'hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi, parce que clairement le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram Phoenix Podcast ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre 1 minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.